Quand on a 11, 12, 13 ans, l'actualité d'un enfant de 12-13 ans, c'est pas de penser à la mort. La mucoviscidose, c'est donc une maladie génétique avec une espérance de vie, moi, quand je nais, d'à peu près 10, 15 ans maximum. Je vais en avoir 34, donc j'ai déjoué les pronostics. J'étais prêt peut-être, prêt à mourir. Je m'étais dit, en fait, peut-être que finalement je me suis trompé. Peut-être que mon destin, il doit se finir là, ce soir, dans cette chambre. Lorsqu'elle m'annonce qu'elle va me donner un rein parce qu'elle veut me sauver la vie et que c'est évident, elle me dit, tu sais, je préfère avoir un frère chiant qu'un frère mort. Tout ce que j'entreprends, il faut que ce soit fait à fond, il faut que je réussisse. J'ai survécu à la mort. Il est né avec la mucoviscidose. Surnommé le muco, cette maladie qui abîme les poumons. À 13 ans au collège, une intervenante lui annonce 10 ans d'espérance de vie. Un camarade le regarde et fait tic-tac, tic-tac. Alors il force la vie. Gymnastique, souffle, puissance, précision, champion de France 2015, acteur, court Florent, mais son corps lâche, dialyse, 34% de capacité respiratoire, mai 2020, il pense mourir, et puis ce traitement expérimental, 3 à 6% de chance, quelque chose bascule, sa sœur Pauline, moi je préfère un frère chiant qu'un frère mort. Cette greffe, ce miracle, son poumon qui se rouvre, mais il ne sait pas exactement comment vivre, alors qu'il s'était trop préparé à mourir. Pour info, épisode 10, Thomas Baillet. Bonjour Thomas, bienvenue, merci d'être là. Installez-vous confortablement. J'ai tenté cette petite synthèse de votre vie pour cet épisode 10 en lisant cet excellent bouquin chez Plomb, Thomas Baillet, Rattrapé par la vie, un livre universel. Je crois. Il passe beaucoup de choses. Je crois. Qu'on va prendre le temps de dérouler ensemble parce que votre vie est parcours à la fois de résilience, de courage, des petits moments de désespoir comme nous tous, et puis une histoire aussi avec votre sœur qui est magnifique. C'est une histoire des soignants, des aidants, une histoire de survie. Et puis à un moment, sans vouloir spoiler votre vie, en fait, vous avez tant lutté pour vivre que quand vous avez compris que vous n'alliez pas mourir, vous avez paradoxalement fait une dépression parce que vous ne saviez plus comment vivre. Exactement, c'est exactement ça. À un moment donné, on n'est pas forcément, on s'est tellement battu pendant tant d'années que lorsque le combat, alors il n'est pas en soi terminé, mais il s'allège énormément, et tout d'un coup, c'est un peu une perte de repère. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, à différents endroits de ma vie en tout cas. Et c'est assez vertigineux. On est ravis de vous accueillir. Il y a d'abord une question bête. C'est quoi la mucoviscidose ? La mucoviscidose, c'est donc une maladie génétique transmise par les deux parents. Maladie des fonctions respiratoires et digestives, avec une espérance de vie, moi, quand je nais, d'à peu près 10, 15 ans maximum. Et vous en avez 33 J'en ai 33 aujourd'hui, je vais en avoir 34. Donc j'ai déjoué les pronostics, mais bon, la médecine m'y a aidé, l'entourage, les médecins, beaucoup de monde, tout ce monde-là m'a aidé à me construire et à me battre. Et on en parlera sûrement. Bien sûr. Gymnastique, mais concrètement qu'on comprenne, donc vos parents ont découvert cette définition dans le dictionnaire après votre naissance. Tout à fait. Et tout se déclenche lors de votre tout premier réveillon, avec des convives qui fument, et hôpital pour respirer. C'est ça. On est en plein début des années 90. Les gens fument dans les lieux publics. Enfin là, on est dans une soirée privée, une salle des fêtes. Et puis mes parents m'emmènent donc à ce fameux réveillon du 31 et à un moment donné, quelqu'un vient les chercher, une petite fille, il me semble, à ce moment-là, de ce qu'ils m'ont raconté, en disant bébé est tout bleu. Et effectivement, quand mon père s'approche, je suis un peu, je perds mon souffle, donc il faut agir vite. Et c'est un peu la panique, ça brouille un peu l'ambiance, mais il y a pas de minutes à perdre. Il m'embarque directement direction les urgences en trombe. Dans une Ford Mondeo bleue, on a l'image. La Ford Mondeo bleue, il pleuvait en plus, et ma mère était à côté, derrière, avec moi, et lui, je crois qu'il a dû... il m'a toujours dit d'ailleurs si j'avais dû perdre mon permis cette nuit-là, je pense que je l'aurais perdu 10 fois, je crois qu'il a grillé les feux. Enfin, c'était... on est forcément pris de panique, on a son nourrisson qui vit, en plus, il ne savait pas du tout ce qui m'arrivait. Donc, alors j'avais eu quelques alertes, des petits reflux, j'étais un bébé qui était souvent malade, donc il y avait ces interrogations-là. Mais là, c'est venu mettre un peu le dernier coup de ciseaux, puisque on est vraiment dans une crainte de perdre leur enfant à ce moment-là.
sans savoir ce qui se passe. Et puis il y a ce diagnostic. Alors vous avez à la fois eu des soignants extraordinaires et vu la médecine française aussi, il faut le dire. Exactement. Et en même temps, vous avez quand même vécu des scènes de violence dingues, dont ce dont je parlais dans le générique, ce petit garçon, suite à une intervenante particulièrement maladroite et brutale, qui vous fait tic-tac, tic-tac. C'est-à-dire que vous êtes construit dès l'enfance avec un tic-tac, tic-tac. Oui, très très vite. À partir je dirais du collège, à Villepreux, où j'ai passé toute ma vie. Les enfants entre eux, avec le recul, est-ce que moi j'ai pas non plus sorti des idioties, etc. Sauf que bon, là on touche directement à la vie. C'est-à-dire que quand on a 11, 12, 13 ans, l'actualité d'un enfant de 12, 13 ans, c'est pas de penser à la mort. Mais racontez-nous cette scène traumatisante. Eh ben, je suis donc en semaine santé-citoyenneté au collège Léon Blum. Et puis, il y a une intervenante en SVT qui vient nous expliquer, donc on est 30 élèves, et qui nous explique le don d'organes. Voilà. Et elle prend comme exemple la mucoviscidose. Bon, à ce moment-là, j'ai 29 élèves qui se retournent vers moi, puisque tout le monde était au courant. Elle, en revanche, n'avait pas été mis au courant et n'avait pas pris le soin de s'interroger sur est-ce qu'il y a un enfant malade ou handicapé dans la salle. Avec le recul, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se passerait pas de la même façon. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais quand même assez complice avec certains élèves. Je leur demande de se retourner et de ne rien dire. J'étais un peu curieux de savoir ce qu'elle allait dire tout de même. Et me prenant un peu à ce moment-là pour un sachant, c'était un peu mon heure de gloire, qui ne en fait pas du tout avéré être ça. Vous avez 13 ans, vous êtes tout fier un peu qu'on parle de vous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a un petit côté, je suis malade, mais je suis... Voilà, exactement, c'est ça. Sauf que là, elle nous fait un tableau de la mucoviscidose horrible, en nous disant que une greffe sur 2 ne fonctionne pas, que la plupart des patients décèdent, que l'espérance de vie, c'est pas plus de 20 ans. Et donc là, effectivement, les mecs avec qui, même parfois, je traîne, avec qui je rigole, avec qui j'ai pris la maladie en autodérision pour éviter de souffrir de ces moqueries, se retourne en faisant tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ce tic-tac, c'est même pas la moquerie, moi, c'est que ça vient me chercher à l'intérieur. Ça vient faire écho à mes peurs les plus profondes. Et tout d'un coup, la maladie avec laquelle je grandis depuis tout petit, où je vois bien ce quotidien différent, ces traitements nombreux, ces hospitalisations, là, c'est un rappel réel. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette femme qui est issue d'un milieu professionnel où elle côtoie des patients atteints de mucoviscidose, où elle connaît les statistiques de greffe, eh bien, elle vient me donner un chiffre. Et ce chiffre, il m'affole. Il me terrifie. Je crois que derrière, j'ai dû voir une psychologue. Enfin, c'était très compliqué. J'avais 13 ans et je prends conscience de vie, que... c'est 20 ans. Donc voilà. Là, dans votre tête, il y a « dans 7 ans, je meurs ». Exactement. Et ça, je pense que... J'ai plus les détails exacts, mais je sais que je rentre le soir et je m'effondre. Et mes parents qui ont essayé un petit peu de me protéger de tout ça, ils ont été fantastiques depuis le départ parce que j'ai jamais raté mes soins. Ils ont toujours été là quand quelque chose n'allait pas. Les traitements ont été suivis à la lettre. Mais on parlait pas de la mort à la maison. Et puis, mon papa n'a pas été non plus construit. Il s'est construit un peu par lui-même. Il s'est pas construit comme ça. Il s'est construit dans l'espoir, dans la vie, dans le combat. On en parlera peut-être, mais c'est les valeurs qu'il m'a inculquées et il a emmené tout le monde avec lui. Donc vous y croyez? Moi, j'y crois. Je vais survivre. Je pense jamais à la mort. Je serai contre les statistiques à ce moment-là. Jusqu'à 13 ans, je pense pas à la mort. Et à 13 ans, c'est l'arrivée de la mort dans votre vie. Ouais. C'est une conscientisation un peu de me dire, mais on rigole pas du tout, en fait. Et la mort fait tic-tac, tic-tac, voilà, tic-tac. C'est ça. Et du coup, on se met à regarder son corps et on se met à faire attention au pourcentage de capacité respiratoire, alors que j'y faisais pas du tout attention. J'allais faire mes examens 1 fois tous les 2 mois. On me demandait de souffler dans une cabine téléphonique. Je trouvais ça très drôle. En plus, on était en pédiatrie, donc ces femmes adorables en rose qui sont là pour vous faire sourire parce que vous avez une piqûre à faire, qui ont toujours la petite blague. Petite blague, et le docteur Pierre Foucault. Et le fabuleux docteur Pierre Foucault. Qui dit... Ne surtout pas l'élever comme un enfant fragile. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Pas de faiblesse organisée ». C'est ça. C'est quoi la faiblesse organisée? Eh bien, c'est se complaindre, c'est faire de moi un enfant roi, c'est me donner des passes droits. Et donc, à partir de là, mes parents ont fait bloc tout de suite. C'est-à-dire que j'allais être éduqué comme un enfant normal. Bêtise ou pas, je serais puni de telle façon.
Je ne profiterai pas de ma maladie. Il y a même des fois, ça a été plus dur que d'autres. C'est-à-dire que je pouvais avoir une angine ou autre, j'allais à l'école. C'est-à-dire que ça a été l'effet inverse. On m'a appris le combat depuis tout petit. Et en même temps, ils étaient très présents. Et au quotidien, c'est quoi la maladie? C'est le souffle court? En fait, c'est comme un asthmatique, mais beaucoup plus grave. Comment vous définirez pour qu'on comprenne ce que vous vivez dans votre corps, dans votre chair? Alors, donc, tout petit, je sens pas grand-chose. En grandissant, oui. Je sens, je dirais que c'est à partir de 20 ans que je commence vraiment à ressentir les effets. Tout d'un coup, quand on se met à courir, on est essoufflé un petit peu plus vite. Okay. Et puis, la nuit, on va tousser. On va tousser un peu gras. On va avoir des quintes de toux qui peuvent durer, qui généralement commencent à 5h du matin et se finissent à 6h30. Genre pendant 1h30, vous toussez, toussez. Il y a rien qui passe, l'eau, il n'y a pas, de la ventoline ou des traitements? Non. Oui, on peut faire un peu de ventoline, mais c'est pas ce qui va soigner comme si on avait de l'asthme. La réalité, c'est que si on tousse à 5h du matin, c'est parce qu'on a une infection bronchique qui est dans le fond des bronches et qu'elles sont compliquées à aller chercher, ces petites bronchioles. Et que, à part de la kiné des aérosols, c'est un signe d'alerte qu'il faut peut-être se mettre sous antibiotiques et appeler son médecin parce qu'on a peut-être une surinfection qui est en train de se mettre en place. Il y a des aérosols quotidiens, il y a de la kinésithérapie tous les jours. Le week-end, c'est mon papa donc, qui était un infirmier qui s'est mis à la faire. Il a appris à faire ça. Et heureusement qu'on ne pas être infirmier déjà parce qu'il s'est déjà un peu formé à certains gestes. C'est ça, exactement. Mais il y a un destin, encore une fois. Et voilà. Vous ne croyez pas à la chance, vous? Ah non. Alors, je crois un peu à la chance, mais je crois beaucoup plus au destin, aux rencontres et aux choses qui n'arrivent pas par hasard. Et votre vie le prouve d'ailleurs. Et il y a ce phare, la Starac 2004. Pourquoi vous, vraiment, ça vous parle au tréfonds de votre âme? Je crois parce que je suis assez jeune à ce moment-là. La Star Academy sur TF1. La Star Academy donc, sur TF1, donc, avec Grégory Le Marchal, qui apparaît effectivement, et je le dis dans le livre, comme un phare. Moi, j'étais assez jeune, mais je crois que tout d'abord, j'ai vécu cette montée d'espoir à travers les yeux de mes parents, parce que eux, tout d'un coup, voyaient un adulte, enfin un jeune atteint de mucoviscidose qui vivait son rêve, qui semblait aller très bien. Enfin, il avait une vie, ce garçon. Il avait un talent. Alors oui, il avait la mucoviscidose, mais tout comme moi, c'est quelque chose... Il voulait pas être caractérisé par ça. Il a eu cette mucoviscidose, mais il a eu ce don avec cette voix. Il voulait en vivre. Et il était passionné. Et en fait, à l'écran, on voit pas un malade. Donc, moi, je crois qu'à travers les yeux de mes parents, je me dis, ah, mais il y a... Ah oui, vu tout le monde, il y a un engouement en France, surtout quand il gagne, qui nous emporte tous. Parce que tout d'un coup, cette communauté de mucos, on se dit, waouh, il a réussi. Mais en fait, on peut tous réussir. Alors, à plus ou moins grande échelle, évidemment, parce qu'on n'a pas tous la voix qu'il avait, mais on a le droit de s'autoriser à avoir des objectifs de vie et à pas penser en permanence que ça sert à rien de faire ça, sert à rien de faire ça, parce qu'on va mourir. Et puis arrive le 30 avril 2007. Et arrive le 30 avril 2007, et là, c'est la douche. C'est la douche froide, c'est le décès de Grégory. Je me souviens très bien, moi, ce jour-là, je rentrais du collège, et en plus, on était en pleine période où moi, je prenais conscience de la mort. Enfin, tout est arrivé exactement. Et je revois mes parents ce déjeuner qui n'osaient pas m'annoncer la nouvelle. Et c'est mon père qui me l'a dit. Quel mot il a choisi? Il m'a dit, voilà, Grégory est décédé. Il y a eu un silence, je me souviens. C'est des choses assez marquantes. Parce que tout d'un coup, Grégory est décédé. Mais si Grégory est décédé à cet âge-là, c'est que la dame qui m'a dit que j'allais mourir dans 7 ans, elle avait raison. Donc tout d'un coup, je me souviens pas avoir spécialement pleuré. Je sais que toute l'après-midi, je suis retourné en cours, j'étais pas du tout en cours. Je sais que ça avait déjà fait le tour de la récré, puisque un autre m'a dit, t'as vu, ton idole est morte, c'est toi le prochain. Il y a vraiment quelqu'un qui lui dit ça? Ouais, on était là-dedans. Mais les enfants aller dans un collège aujourd'hui, les enfants de 12-13 ans, c'est quand on parle de harcèlement, etc. À l'époque, on en parlait beaucoup moins. Et puis c'est une génération qui a changé aussi. Mais je crois que c'est toujours pareil aujourd'hui dans les collèges. Ça évolue après, les gens grandissent, les gens... Voilà, j'ai des gens après qui beaucoup plus tard sont venus s'excuser ou qui m'ont reparlé comme si de rien n'était, mais peut-être 10-15 ans après. Vous perdez ce jour-là, c'est une jolie formule dans votre livre, Rattrapé par la vie,
une illusion d'éternité. Exactement. Euh, bah, c'est ce que j'aime bien dire avec cette maladie, c'est qu'il y a, et ça allait très bien à Grégory, c'est-à-dire que sur scène, c'était un rock, on ne voyait rien. Moi, je l'ai vu une fois à l'Olympia, mais quand le rideau tombe, ça symbolise bien la mucoviscidose. C'est-à-dire que quand on voit les gens, ils pensent, c'est pas écrit sur notre tête. Mm. Mais le derrière, quand on vit avec la personne, il y a les traitements, il y a la difficulté à respirer, il y a la fatigue, il y a l'encombrement. C'est quoi l'encombrement? L'encombrement, c'est quand on a, voilà, c'est comme un peu une grosse bronchite. Ah, c'est pulmonaire, Voilà, l'encombrement pulmonaire, voilà. d'accord. C'est un peu comme une grosse bronchite, mais qu'on garde et qui nous donne de la fièvre et où on est obligé de faire parfois des cures d'antibiotiques par intraveineuse. Enfin, c'est des choses qui passent difficilement, qui s'accrochent au poumon et qui l'abîment petit à petit. Grégory Le Marchal était un rock à la télévision avec ses chansons, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. J'imagine que vous l'écoutez encore. Et vous étiez un rock à la gym. C'est exactement ça. Champion de France 2015. Ouais. Racontez-nous, parce que c'est une belle aventure. Juste qu'on se rende compte, je suis allé voir vos stats. Vous courez extrêmement vite. Triathlon, javelot, vous envoyez à 29 mètres. Vous sautez 1m68 et vous courez 50 mètres en 7 secondes 48. C'est ça. Il faut juste laisser penser. Et vous avez combien de capacité pulmonaire à ce moment-là? À ce moment-là, donc on est en 2015, je dois avoir 48% de capacité respiratoire. Donc vous avez la moitié de vos poumons et vous faites 50 mètres en 7 secondes 48. Ouais. Quel mental vous avez pour faire ça? Comment vous faites en vrai? Et tous les asthmatiques qui nous écoutent se disent déjà c'est dur, mais vous avez la mucoviscidose. Alors après, je me suis surtout aussi spécialisé dans la gymnastique. Oui. Donc avec les agrès donc masculins, tout ce qui est sol, arçon, barre parallèle, anneau, saut, barre fixe, tout ça. J'ai découvert la gym, j'avais 7 ans. J'avais essayé 2-3 sports, mais je me suis accroché à ce sport-là comme à une bouée de vie en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, je découvrais un endroit où on ne me voyait pas comme un malade. J'étais entouré de potes qui débutaient un sport avec moi. C'était un sport d'équipe, un peu individuel aussi, mais aussi en équipe. Et je découvre le goût de la compétition, surtout. Et ça match énormément. Tout d'un coup, ça match avec la muco. Et je vois que plus je fais du sport... Pourquoi ça match avec la muco, pardon? Parce que plus je fais du sport, plus ma capacité respiratoire est stable. Ah, ok. Ça stabilise votre état. Ça l'améliore pas, mais ouais, ça peut l'améliorer. Ça l'améliore même? À l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, ça l'améliore un peu, on est stable, etc. Et après, en tout cas, ça l'a fait baisser, mais très, très, très doucement. Sauf en période de cure antibiotique, où là, j'étais avec une bronchite, c'était compliqué. Et je découvre le monde de la compétition, et en fait, je mets ça dans mon quotidien. C'est-à-dire que la gym devient mon leitmotiv. Je ne pense qu'il y a une chose quand je suis à l'école, c'est le soir d'aller au gymnase. Parce que c'est vraiment un lieu où la maladie n'existait pas. C'est très bizarre. Hein, c'était une échappatoire parce qu'à l'école, vous diriez que vous étiez harcelé à cause de votre mucoviscidose? Je dirais pas. Que les scènes que vous racontez, le tic-tac et le tu vas mourir comme Grégory Le Marchal, on est oui, mais comme j'en ai fait tout... Alors, au tout début, oui, évidemment, on le vit très mal. Il y a eu des scènes qui étaient très compliquées. Vous en avez d'autres que celles deux qu'on vient d'évoquer? Ouais, j'en ai d'autres. Je vais garder le poisson rouge de la gardienne et une fille a dit, lui laisse pas, le poisson, il va mourir. Enfin, voilà, il y a des trucs un peu idiots comme ça. Mais... Okay. Et puis petit à petit, j'en ai fait de l'autodérision surtout. C'est-à-dire que j'ai commencé à en jouer, à en rire. On parlait beaucoup de l'humour. On dit parfois que c'est la politesse du désespoir, mais vous, il y a eu la gym et l'humour. C'était vraiment les deux trucs dans votre vie. C'est ça, et j'étais le clown du groupe. C'est quoi votre blague, par exemple, sur votre muco, comme vous dites? Moi-même, je m'appelais Mucovi ou le muco. Voilà, ou si je sentais la petite blague sur je sais pas, un jeu de mots sur le cercueil ou autre, j'allais y aller, j'allais rentrer dedans aussi. Ouais, il pouvait faire un jeu de mots. Je vais plus m'en rappeler là comme ça, mais je tournais les choses en autodérision et ça me permettait de prendre de l'avance sur eux, de faire partie d'un groupe, malgré tout, parce que du coup, je les faisais rire, donc j'étais appelé. Et c'est la différence avec aujourd'hui. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que je me suis aperçu après que je faisais rire. Mais par contre, quand j'étais hospitalisé, il n'y avait pas d'appel. C'était, t'es là, tu fais rire, c'est bien. T'es pas là, t'es pas là. Vous n'avez aucun vrai ami? Si, j'ai un ami. Un ami. J'ai un vrai ami que j'ai depuis toujours, que j'ai rencontré en vacances et qui, aujourd'hui, c'est mon frère. C'est vraiment...
voilà, je sais que je peux compter sur lui à n'importe quel moment. Voilà, c'est quelqu'un qui d'ailleurs ne m'a jamais mis d'étiquette mucoviscidose. On a vécu énormément de choses ensemble, mais on les a vécues comme 2 frères et jamais et il est très sportif aussi. Donc en fait, on a vécu cette passion pour le sport, cette passion pour l'humour, parce que c'est quelqu'un de très drôle aussi. On reviendra dans quelques instants sur votre sœur, mais j'aimerais Ouais. qu'on ferme la boucle gym. Et à un moment étonnant, vous dites que vous n'êtes pas allé au bout de cette carrière-là, notamment parce que votre traitement aurait pu vous faire passer pour un dopé. Ça, Racontez-nous c'est ça. le premier drame de ma vie. Racontez-moi. Je suis 13 heures par semaine dans le gymnase. Visiblement, mon entraîneur me dit qu'avec un autre gymnaste, que j'ai des capacités pour pouvoir rentrer en sport-études. Alors on décide de se lancer sur les tests. Et on avait tous les deux la capacité de pouvoir rentrer au pôle, donc de gymnastique d'Île-de-France. Sauf qu'à ce moment-là, mon médecin me dit, dit à mes parents, il dit qu'il a l'expérience avec un jeune patient qui était aux portes de l'équipe de France de rugby, d'avoir dû lui dire non. La fédération lui a dit non parce que certains traitements pouvaient être vus comme dopants. Et donc, il n'a pas pu rentrer en équipe de France de rugby. Et donc là, mon professeur à l'époque, le Pierre Foucault, dit moi, ça m'embêterait que tu vives la même chose. Je serais... voilà. Je comprends pas. Il n'y a pas une dérogation. Vous pouvez pas aller dire aux autorités, pardon, je suis pas à dopé, cette juste je vais époque-là, mourir si je prends pas ça. À cette époque-là, c'est ce que le médecin me dit. Et il me dit également aussi... Mais après, il nous a pas obligés. D'accord, C'est-à-dire qu'il nous a dit, c'était un conseil. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'ai 11 ans, 12 ans. Mes parents, ils ont vu ce que j'ai déjà subi jusqu'à 12 ans. Ils n'ont pas envie. Dans la balance, il y a, attention, on sait que la mucoviscidose est une maladie qui ne se voit pas, mais qui réagit beaucoup au mental D'accord. et à la fatigue. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, elle va venir vous attraper et elle va en profiter. L'infection sur infection. En Donc fait, si mentalement, ça ne va pas et que j'avais pris le risque d'être très déçu, je pense mes parents ne voulaient pas prendre ce risque-là. c'est une inéluctable descente en fait. Et de ce que je comprends de votre maladie, c'est qu'en fait, quand ça descend, ça remonte jamais. Bah oui. C'est ça? Oui. C'est une dégénérescence. Exactement. D'accord. La capacité pulmonaire diminue pour ne pas remonter. C'est-à-dire qu'on part à 100% étant bébé, voire un petit peu moins, et ça descend au fur et à mesure parce que le mucus qui est dans les bronches grignote le poumon. Mucoviscideux, Voilà. Ça vient du mucus dans les poumons. Exactement. Donc c'est essentiellement pulmonaire, mais après ça se propage. Mais juste là, je tiens juste à graver cette image quand vous êtes champion de France 2015 devant 60 garçons valides. Et vous les battez. Et je repose ma question de tout à l'heure. Par quel mental, avec la moitié de vos poumons, vous allez plus vite que 60 garçons qui ont des poumons à 100%? Peut-être qu'il y avait déjà un peu de foi. Déjà, j'ai toujours cru à beaucoup de choses. Au destin aussi. Et en fait, je vais vous dire, je crois qu'à partir du moment... il y a eu une demi-finale avant. Et quand j'apprends que la finale se joue à 10 km de la ville de Grégory-le-Marchal, je sais que je vais gagner. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, en fait, je vais bien. Et je me souviens d'ailleurs, on arrive à cette compétition et j'ai passé un des plus beaux week-ends de ma vie. Je savais, j'avais l'impression... Oui, j'étais à l'époque, ça restait quand même 2015, j'étais encore dans l'espoir malgré tout. J'avais fait le deuil, mais j'étais dans cet espoir qu'il nous avait apporté. Et de me retrouver en finale d'un championnat de France à 5 km de chez lui, tout d'un coup, ça avait pris en moi une ampleur assez énorme. Je l'ai gardé pour moi. Hein. Ça faisait partie de ma préparation mentale quand même. Et vous faites quoi? Vous écoutez sa musique? Comment vous... Non, juste je le sais, je sais où je suis. Vous sentez? Je sais où je suis et je me souviens, on est en salle d'échauffement, il fait très chaud ce jour-là. Et je vais m'isoler à la porte d'entrée de la salle d'échauffement, donc c'est un peu l'entrée des artistes, il n'y a personne derrière. Et je fais face à cette montagne, parce qu'on était donc pas loin de Grenoble. Et je regarde la montagne et je dis bon, maintenant il faut y aller. Et en fait, j'ai fait, je crois, la compétition de ma vie. J'ai survolé cette compétition. Quand je suis arrivé au sol, c'était le dernier agrès, j'ai pilé tous mes éléments. Ça veut dire quoi, piler? Piler, ça veut dire arriver pieds joints sur des acrobaties. Sans bouger, sans tomber sur les côtés. Voilà. Et même mon entraîneur qui était avec moi, on en a rigolé. Parce que ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai survolé, j'étais bien, j'étais heureux. Et puis effectivement, arrive ce palmarès.
Et là, quand j'entends on était 3e en équipe, on est arrivé 3e, et il y a ensuite le palmarès individuel. Et là, j'entends mon nom sur la plus haute marche. Et je me souviens que je me lève, j'avance vers le podium et je regarde derrière. Alors, il n'y avait pas les 60 autres, ils étaient assis. Mais je me rends compte quand même, je me dis, mais on est sûr, c'est vraiment moi. Et je monte sur cette première marche, et le premier truc que je fais, c'est que je regarde mes parents. Parce que tout d'un coup, sans se parler, il y a eu une énergie qui est passée entre nous, et ma mère qui me regarde, et ma mère qui a passé sa vie et qui culpabilisera toute sa vie d'avoir fait un enfant malade, c'était pour elle aussi. C'est regarde, oui, je suis malade, mais tout va bien et regarde ce que j'ai fait. Des gens nous regardent sur YouTube dans leur canapé ou sur leur téléphone, nous écoutent sur l'application Radio France et se disent ok, mais c'est pas un peu mièvre quand même, c'est vraiment Grégory Le Marchal qui vous a permis de gagner. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui trouvent qu'on est un peu choupi, quoi, qu'on est un petit peu trop... C'est réel pour vous, c'est physique, c'est ça? Ça vous donne une force Oui, je pense que ça m'a donné une force. Et puis, en fait, je me suis aussi dit, ce qui est très réel, c'est que lui, il a réussi à gagner la Star Academy quand même. Donc moi, je me suis permis d'aller piocher mon énergie où j'avais envie de la piocher. Ça a été là-dedans, ça a été dans la confiance de mon entraîneur, ça a été dans ma forme du moment, dans la capacité que j'ai eue à prendre soin de moi à ce moment-là, à être irréprochable sur ma santé. C'est venu concrétiser 10 à 15 ans de gymnastique. C'est une revanche sur le fait de ne pas pouvoir être rentré au sport-études. Moi, j'avais 7 ans, je disais à Nils Tavernier en interview sur un documentaire que je voulais être champion olympique de gymnastique. Alors, je ne suis pas arrivé champion olympique de gymnastique, mais à cause de votre traitement. Peut-être aussi, peut-être. On ne sait pas. Mais... Et pas de handisport. Non, ça, c'est très important. C'était valide. C'est très important, ça, pour vous. Donc, je suis allé piocher. C'était un ensemble de tout ça. C'était une concrétisation. Et puis surtout, je crois que d'autant plus encore maintenant, je vais toujours au bout du projet. Vous êtes un acharné? Je dirais que je suis un chien. Hein. Ah, vraiment, il y en a qui me disent, mais c'est hallucinant. Vous croyez en quoi? Donc, Grégory Le Marchal, c'est un team. Il y a évidemment un parallèle. Vous avez eu la chance qu'il n'a pas eu, à savoir de survivre grâce à un traitement miraculeux expérimental, et à votre sœur, on va en parler. Vous croyez en quoi d'autre? Je crois au destin, et j'y crois d'autant plus que si je suis sorti de tout ça, c'est quand même pour faire quelque chose. Alors j'ai quelques réponses qui m'arrivent petit à petit depuis ce nouveau traitement, mais on parlait tout à l'heure de la chance. Ouais, j'ai quand même peut-être eu je sais pas, j'ai été au bon moment, au bon endroit. La chance, ça se crée aussi, je veux dire, je crois... j'ai toujours décidé de monter dans les trains. J'ai jamais décidé de regarder ma maladie et de me dire bon bah t'es malade, tu peux rien faire de ta vie. Non, j'en ai fait une force. En fait, au contraire, c'est un peu de l'ego. Oui, t'es malade, mais attention, je vais faire quand même. Lié à ce que disait le docteur Pierre Foucault, pas de faiblesse organisée. Exactement. Et donc là, vous passez de champion de gym à acteur, cours Florent. Exactement. Et en fait, je décide de rentrer au cours Florent parce que de pas pouvoir être intégré au sport-études, c'était la première défaite pour moi. Ensuite, j'ai voulu être cuisinier. On m'a dit non. Le chaud-froid, les horaires, la fatigue, c'était pas conseillé. À cause de votre maladie encore? Ouais. J'ai voulu être gendarme. Et puis on m'a dit ouais, très bien, vous êtes super physiquement. Par contre, là, la visite médicale, vous rentrez pas dans l'écran là. Donc c'est mort, au revoir. Et je me souviens d'une fois, et j'en parle pas dans le livre, à une compétition, et je crois que ça a été vraiment le déclencheur de bon stop. Mes parents, on était à une compétition de gymnastique. Je crois que c'est une demi-finale de championnat de France, donc ça regroupe la moitié à peu près de la France, et il y a l'équipe de pompiers de Paris, gym, qui s'approche de mes parents et leur disent mais c'est votre fils, le jeune homme là-bas? Alors oui, oui. Il nous intéresse. On aimerait bien le voir pour ça l'intéresserait de rentrer aux pompiers de Paris. Alors mes parents, sur le coup, écoutez, on va lui en parler, etc. Je me souviens être remonté dans les gradins, on m'a présenté à ces pompiers, et donc c'était un gradé qui était là, c'était le responsable de l'équipe, et il me demande, ça te plairait? Moi, trop content, enfin ouais, super, être pompier de Paris, c'est quand même un... Et là, on lui dit, mais par contre, il a la mucoviscidose. Et là, il a changé de visage. On l'a senti ultra gêné, et on lui a dit, ok, on a compris. Alors que vous étiez déjà champion de France de gymnastique. Mais c'est l'armée, il y a des codes. Mais c'est vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne pouvez pas. Mais après, je le comprends, parce que avec le recul, si on est gendarme et qu'on ne peut pas courir sur 20 bornes ou sur 10 bornes ou 5 bornes... parce que vous courez 50 mètres en 7 minutes 48, donc vous le rattrapez, le voleur. Ouais, mais ça, les institutions...
C'est comme ça. Vous rentrez pas dans les cases, c'est mort. Et à partir de là, je me suis dit, bon, les études m'intéressaient pas énormément, surtout que à ce moment-là, il n'y avait pas ce traitement. J'étais toujours dans, le temps passe, quand est-ce que je vais mourir? Donc, se projeter, c'est compliqué. Et donc, je me dis, bon, je vais rentrer, j'aimerais rentrer au cours Florent parce que naïvement, et encore une fois, je me dis, ce qu'on m'a refusé de faire dans ma vie, peut-être qu'on me donnera l'opportunité de le jouer. Et c'est là que je rentre au cours Florent. C'est pas si facile déjà de rentrer au cours Florent. Non, c'est une audition, et puis donc je rentre au cours Florent et pareil, je découvre un univers que je connaissais pas spécialement, mais où je me sens libre. Où je me sens libre de jouer, libre d'écrire. Et on retrouve dans Adieu les cons d'Albert Dupontel, ouais, à la sortie. Super film. Génial. Génial. Et puis racontez-moi cette expérience. Incroyable. À l'expérience, géniale et en même temps un petit peu amère parce que je me suis retrouvé, donc je passe le premier essai et je l'ai et je suis convoqué au callback, au deuxième callback et on n'est plus que 2. Et je rencontre donc Albert Dupontel, on échange ensemble, etc., qui est le réalisateur du film. Et il me dit, écoute, c'est super ce que tu fais, etc., mais il y a aussi l'autre comédien, c'est pas mal non plus. Bon, je te rappelle. Bon, très bien. 2 semaines plus tard, j'ai un numéro de téléphone et il me dit, voilà, écoute, ce que tu as proposé est super, vraiment. Mais bon, l'autre choix se porte un peu plus sur l'autre. C'était pour jouer le fils de Virginie Fira, donc un des rôles principaux. Et il me dit, mais j'ai vraiment aimé ce que tu as fait, donc laisse-moi du temps et je vais te rappeler. Bon, moi je me suis dit, bon, c'est mort. C'est mort, il est sympa, très sympa, il est poli. Voilà. Et 1 mois et demi après, il m'a rappelé. Il avait écrit un truc. Pour vous. Pour moi. Incroyable. J'y suis retourné, on a fait des essais. Et c'est comme ça que j'ai eu ma journée sur le film d'Albert Dupontel. Et j'ai découvert, au-delà du plaisir d'être sur un film d'Albert Dupontel, j'ai découvert le génie. Moi, j'avais rarement vu ça. Alors, j'ai beaucoup côtoyé Nils Tavernier sur ses plateaux et c'est un travail formidable et je vois ses films. Et du coup, j'ai fait la différence aussi, enfin pas la différence, mais j'ai pu voir un autre réalisateur de renom travailler et c'était génial. Excusez-moi si cette question est trop brutale, mais je me la suis posée en lisant votre excellent livre Attrapé par la vie chez Plomb. Est-ce que à ce moment-là, vous faites aussi un film parce que vous êtes tellement persuadé que vous allez mourir que vous voulez rester un petit bout dans le cinéma français? Est-ce qu'il y a ce côté testamentaire aussi? À ce moment-là, d'Adieu les cons, je commence à être malade de mes reins. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas que les poumons, il y a aussi les reins qui lâchent. Je sais pas si je pense à ça vraiment. Je pense à profiter de ce moment, à cette chance. Ça y est, ça me sourit un peu. Donc je... Pensez pas à ça. J'y ai pensé en écrivant le livre, en revanche. Parce que c'était tout d'un coup quelque chose qui m'appartenait, quelque chose de concret. Mais je comprends pas, le bouquin, vous l'avez écrit à côté de Valérie. Ouais. Ça veut dire que vous n'allez pas mourir. Je sais, mais il y a toujours cette crainte qui de toute façon nous lâche pas. Et puis il faut, avec le temps, ça va sûrement disparaître peu à peu, mais ça ne disparaîtra jamais vraiment, je pense. 13 mai 2020, vous avez 34% de capacité respiratoire, un tiers de poumon, faut imaginer ce que c'est. Et là, vous pensez que vous allez mourir. Là, on est en plein Covid, on est confiné. Moi, en plus d'être confiné à l'extérieur, je suis confiné à l'intérieur de moi. Pourquoi vous vous sentez confiné à l'intérieur de vous? Parce que mes seules sorties, c'est la dialyse, parce que j'ai des douleurs abominables, parce que mon père me masse 2 fois par jour sur la table du salon, parce que je suis fatigué, parce que j'ai perdu 15 kilos, parce que je respire très mal, parce que je ne peux plus. Moi, je suis un bon vivant, j'aime manger, j'aime rire, j'aime danser, chanter, et là, je peux plus manger. C'est-à-dire que j'ai un régime drastique, et je mange de la salade, et je peux à peine boire de l'eau. Donc oui, à ce moment-là, c'est confiné aussi à l'intérieur. Et ma seule sortie, c'est la dialyse. Donc en fait, c'est très très compliqué à ce moment-là. Effectivement, 13 mai 2020, j'arrive à bout. Il faut savoir que la mucoviscidose et la maladie que j'ai déclenchée, qui est la maladie de Berger, c'est 2 maladies antinomiques. C'est-à-dire que pour la mucoviscidose, pour que les gens comprennent bien, il faut de l'eau et du sel. Ça permet de fluidifier le mucus. D'accord ? Pour les reins, il faut pas d'eau et pas de sel. Donc là, en fait, et j'ai su après que les médecins en dialyse ont été un peu dépassés, parce que tout d'un coup, c'était pas quelque chose qui était vraiment lié à la mucoviscidose, et c'était antinomique. Donc pour ça s'appelle la maladie de Berger. La maladie de Berger, qui affecte les reins. Dégénérescence des reins. Et... Vous avez quand même pas de chance, là, on parle de la chance. Là, j'ai tiré le mauvais numéro, là. Waouh. Là, c'est sûr qu'on se... Ouais. Vous pensez mourir, parce qu'on peut... Vous avez besoin d'un nouveau rein, on va venir après sur la greffe, mais là, vous êtes tellement malade que vous pouvez même pas
avoir une greffe, Non. c'est ça? Et là, je prends quand même... là, je prends peur parce que je me demande bien ce qui va me sauver. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a cette chance de ma sœur qui, peut-être, est compatible. Donc ça, c'est ma Pour vous lumière. donner son rein, Voilà, ça, c'est ma lumière. Pauline. Mais comment elle va me le donner comment je vais récupérer ma capacité respiratoire puisque pour moi, la solution, c'était le don de ma sœur. Très compliqué, en fait. Je me dis, mais en fait, ça va pas être possible. Et donc, je rentre ce jour-là aux urgences parce que, comme je le disais, la dialyse, elle nettoie le sang, mais elle enlève l'eau, le surplus. Parce qu'on fait des œdèmes, on ne va plus aux toilettes, parce que les reins sont morts. Donc, les œdèmes montent, et s'ils arrivent au poumon, on se noie. Donc, il faut nettoyer le sang, mais il faut enlever de l'eau. Et ce jour-là, je pense qu'ils ont enlevé un peu trop d'eau, ça m'a asséché le lobe du poumon droit et ça l'a fermé. Et je respirais très très mal, donc on arrive aux urgences et on laisse ma mère devant le rideau des urgences avec son fils sous oxygène. Sous Covid, donc elle a un masque, faut Covid, donc imaginer la voilà, scène. c'est ça. Et puis je suis transféré en service de pneumologie très vite. Et là, ça sent pas bon. Là, clairement, en plus des douleurs, je suis au maximum de l'oxygène. Et puis en fait, je prends petit à petit conscience. Je sais pas si j'ai eu des cachets, je sais pas s'ils ont mis des choses ou pas dans ma perfusion, ou si j'ai eu des cachets. Je me sentais de plus en plus quand même tranquille, apaisé. J'avais plus peur, en fait. C'est vrai, c'est cette histoire de... c'est comme Vous si voyez le j'avais... tunnel, la lumière au bout du tunnel, ou c'était comme ça? Non, j'ai pas vu ça, mais j'étais j'étais prêt peut-être. À mourir. Prêt à mourir. Je m'étais dit, bon, en fait, peut-être que finalement, je me suis trompé. Peut-être que mon destin, il doit se finir là, ce soir, dans cette chambre. Et le miracle, Et le un miracle arrive. traitement expérimental. Racontez-nous vraiment le moment où vous pensez être prêt à mourir, et puis là, on vous parle de 3 à 6% de chance. C'est ça. On me parle de 3 à 6% de capacité. Qui déjà? Racontez-nous la scène, qu'on se rend compte du... Donc moi, je suis donc transféré ce soir-là en pneumologie. J'ai des médecins qui affluent pour essayer de gérer un peu la crise à ce moment-là. Je sens bien que c'est mal embarqué. Et donc je suis perfusé sous oxygène. Je passe la nuit. J'ai des quintes de toux, des grosses quintes de toux. Et le lendemain, j'ai donc Dominique Grenet, ma pneumologue, qui rentre dans la chambre et qui me dit, j'étais tout seul à ce moment-là, et qui me dit, écoute, bon Thomas, je sens pas son désarroi, mais je sens un peu, c'est quand même, c'est la dernière chance. On va pas se mentir. Et elle me dit, il y a un traitement aux États-Unis qui n'est pas encore en France, qui s'appelle le Kaftrio. C'est une trithérapie et qui permet de venir bloquer l'expression du gène défectueux de la mucoviscidose. Ça, c'est une grande première. Ça n'existait pas. Et grâce à ça, on peut récupérer entre 3 à 6% de capacité respiratoire. Elle avait fini sa phrase. La lumière s'était rallumée chez moi. Et en fait, elle m'a dit, je peux faire si tu veux. J'ai dit, non, si je veux, on va faire. Et donc, elle a fait un courrier parce que ma situation était différente. Les personnes en France qui l'avaient à ce moment-là étaient des personnes en attente de greffe pulmonaire sur le point de mourir. C'était juste, ça leur permettait de patienter et d'espérer qu'une greffe pulmonaire arrive. Moi, c'était différent. Parce qu'au final, 34% c'est faible, mais ça ne nécessite pas encore une greffe pulmonaire. Donc, j'étais pas en attente de greffe Sauf que vous pulmonaire. n'avez plus de rein. Voilà. Donc, et elle a fait passer le dossier comme ça, et l'après-midi, elle m'annonçait que j'étais éligible à ce traitement. Qui coûte une fortune. Ah, qui coûte très très cher. Combien? Entre 12 et 15 000 euros la boîte par mois. 12 boîtes par an, donc 12 fois 12. Ça fait 100 000 euros. Ça coûte cher. Plus de 100 000 euros. C'est le prix de la vie. Et Enfin, quand de vous la faites maison. à ce moment-là, ne serait-ce que pour trouver l'argent, parce que vous ne pouvez pas On travailler. a une énorme chance, c'est qu'on est en France. Oui, Donc c'est remboursé. c'est remboursé. Dans d'autres pays, vous auriez pu mourir. Et d'autant plus que ce que vous racontez aussi, c'est que aucun banquier n'est prêt à vous faire un prêt, puisque vous allez Non, mourir. Donc, exactement. Donc de toute façon, c'est aussi la société est comme ça. C'est aujourd'hui, et ça c'est dans l'après, mais on est dans une société où je trouve que le handicap et la maladie ne sont pas appréciés à leur juste valeur parce que, par exemple, je suis malade, une maladie génétique par exemple, et ben on va très difficilement m'accorder un prêt pour acheter une maison. Et quand je ne suis plus malade, et ben les droits que j'avais en tant que personne handicapée pour pouvoir me réinsérer, d'un mois sur l'autre, on me les a enlevés. En fait, je trouve que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais je me suis battu pour ça. c'est pour ça que je vous en parle. Je C'est trouve pas ça- une je petite trouve question, ça- et je ça trouve ça concerne indécent. beaucoup de Français. Je trouve ça indécent. Alors, je n'aspire pas à vivre de mon allocation d'adulte handicapé toute ma vie. J'ai bien d'autres projets.
Mais j'estime, au regard de ce que j'ai pu vivre, j'estime qu'on aurait pu me laisser le temps de me retourner. C'est-à-dire que je sortais quand même de 28 ans à pas savoir où j'allais à part la mort, où j'ai pas pu me projeter, où j'ai pas fait de projet. Alors je suis allé jusqu'à bac+2, mais c'était pas... Je l'ai fait parce que ma mère m'a dit, mes parents m'ont dit, il faut un diplôme, et je l'ai fait parce que voilà. Mais quand on vous envoie une enveloppe sans vous avoir vu, en vous disant, monsieur, vous n'êtes plus éligible à vos droits, mais on a l'impression, sans vous avoir vu, on a l'impression de ne pas être respecté. On va y revenir après, parce qu'une fois que vous serez guéri, vous allez faire une forme de dépression. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur ces boîtes. Donc, on a compris qu'elles coûtaient une fortune. Ouais, elles coûtent une fortune. Elles sont américaines. Ouais. Traitement expérimental. Et ça vous sauve la vie. Et là, vous remontez très progressivement. Et il y a votre sœur, qui a une phrase que j'adore, que je vous laisse prononcer. Oui, elle dit, lorsqu'elle m'annonce, alors un petit peu en amont, qu'elle va me donner un rein parce qu'elle veut me sauver la vie et que c'est évident, elle me dit, tu sais, je préfère avoir un frère chiant qu'un frère mort. Et c'est tout ma sœur. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce caractère, c'est cette douceur cachée sous ce caractère qu'elle s'est forgé, de petite sœur de patients atteints de mucoviscidose ou de malades. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Non, évidemment. Et j'écris beaucoup là-dessus d'ailleurs. Exactement. Mais qui lance la conversation? C'est elle? C'est vous? C'est elle, je la revois arriver avec ma mère dans la chambre d'hôpital, et c'est elle qui me... Je donne d'abord les infos qu'on m'a données dans la matinée, sur des examens. À savoir? Je crois qu'à l'époque, je revenais d'avoir fait une petite biopsie du rein, et on me disait que ça s'aggravait, enfin que voilà. Vous dites, j'ai besoin d'un rein. Voilà. Et elle me dit, non, mais de toute façon, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas besoin de chercher, ça va pas durer 5 ans, puisque c'est moi qui vais te donner un rein. Et là, pareil, il y a eu des petits moments comme ça, comme au moment où Dominique Grenet m'annonce le traitement. Il y a une lumière qui se rallume. Et on se dit, oh là, ça, je vais m'y accrocher très vite. Et maintenant, j'ai un cap. Parce que vous n'osez pas lui demander à ce moment-là, vous y pensez? Même pas, vous refusez de le penser. Ouais, c'est ça. Vous dites, j'ai besoin d'un rein, je vais demander à d'autres. Vous n'osez pas demander à votre famille. Ouais, c'était hors de question. Puis surtout pas à ma sœur. Ma sœur, c'est la sœur d'un enfant un peu roi qui... Maintenant, vous avez dit, vous n'avez jamais été enfant moi, roi. j'ai pris un petit peu cette lumière. Pardon, mais c'est une lumière de malade, c'est pas une lumière que vous avez voulu. Oui, c'est pas une lumière que j'ai voulu, mais en tant que petit garçon assez malin, j'ai vite compris quand même que, en faisant un peu le pitre, j'allais avoir la lumière. Vous n'êtes pas un peu dur avec vous parce que vous pensiez mourir quand même, pour de vrai? Ouais, non, je crois que je suis lucide. Non, je pense que j'ai grandi comme ça. Pas forcément de la part de mes parents, mais l'entourage, ma nourrice, mes grands-parents, les amis de mes parents. C'est drôle, ils ont toujours tourné beaucoup la lumière sur moi, mais sans vraiment que je le demande. C'était ma personnalité. Mais il y avait ma sœur à côté. Et quand elle a eu 18 ans, j'ai commencé moi à comprendre, j'étais donc 3 ans plus vieux, il y avait eu un raté. C'est une petite fille qui a... je pense que sa plus grande question, c'est est-ce que j'ai le droit de vivre heureuse alors que mon frère est condamné? Et ça, je pense que c'est la question que tous les frères et sœurs d'enfants malades ou handicapés se posent. Et du coup, elle s'est forgée toute seule, elle passait son temps à lire dans sa chambre, enfin, elle a jamais... Elle était une élève modèle, elle a été mature beaucoup plus vite, elle a quitté la maison beaucoup plus vite. Enfin voilà, elle s'est créée comme ça, et donc l'idée de lui demander un rein à ce moment-là, mais non. Et puis la question, elle est énorme à lui poser. C'est-à-dire que même elle, j'ai un immense respect et un amour profond pour sa décision, parce qu'elle aurait très bien pu se dire... Mais attendez, on m'a pris mon enfance, maintenant il faut que je lui donne aussi quelque chose. Non, je me serais jamais vu lui demander une chose pareille. Vous en voulez vraiment beaucoup? Avec le recul, j'ai fait le deuil de m'en vouloir. Par contre, mon objectif, c'est de lui faire ce film. Ouais. Alors, voilà. Petite annonce. Petite annonce. Vous voulez transformer ce bouquin voilà. en film, vous avez écrit un scénario et vous cherchez des producteurs. Exactement. Alors, c'est 2 histoires différentes, parce qu'il y a vraiment l'histoire du film sur lequel je travaille, et j'ai un traitement déjà écrit qui s'appelle Championne. Alors, c'est pas un traitement médical pour le coup. Voilà. C'est un terme cinématographique. Exactement. Et qui s'appelle Championne, et qui traite vraiment, qui du point de vue de la sœur non malade, et où j'essaye de faire comprendre comment grandit un garçon ou une fille aux côtés d'un frère ou d'une sœur condamnée. C'est un film sur les aidants. Exactement. Parce que je trouve que c'est très peu fait en fait. On parle rarement des frères et sœurs qui accompagnent, mais ils sont tout aussi malades à l'intérieur. Hein. Je pense que
Moi, ma sœur, on gratte à peine, elle se met à pleurer. Hein. Enfin, elle va être tout de suite sur la défensive. Son frère, faut pas y toucher. Et ça se voit dans le don qu'elle a fait, d'ailleurs. Donc vous êtes toujours chiant, mais vous n'êtes pas mort? Je suis toujours chiant, mais je ne suis pas mort. À quel moment vous avez compris sérieusement que ce traitement allait marcher, que votre sœur vous avait sauvé la vie et que vous n'alliez pas mourir? Je crois que je l'ai compris au réveil de la greffe. Un des plus beaux moments de ma vie, ça. Déjà parce que je me suis posé après 1 million de questions. Et puis on n'était que tous les deux, c'était très étrange. Nos parents nous ont laissés, alors déjà mes parents qui laissent leurs 2 enfants à la veille d'une greffe à l'hôpital, je pense que pour eux ça n'a pas dû être simple de savoir que les 2 allaient passer sur le billard en même temps. Donc un gros courage. Et en même temps c'est l'histoire de notre famille. Mais ce fameux soir du 14 juillet où on est tous les 2 à la fenêtre en train de regarder le feu d'artifice et qu'on sait que le lendemain elle va me sauver la vie, c'était magique. Moi je m'en suis un peu voulu parce que le lendemain, je lui avais dit, comme en fait quand il y a une greffe de rein, c'est le donneur qui part avant au bloc, avant le receveur, 1 heure avant. Et en fait je lui ai dit, je me lèverai parce que je voudrais te dire bon courage avant. Et en fait, comme j'ai pas dormi de la nuit, je me suis endormi à 5h du matin, trop stressé, et j'ai raté ma sœur qui part au bloc. Et donc j'ai eu une perte un peu de... J'ai eu pas mal d'émotions, j'ai eu une perte d'équilibre à ce moment-là où je me dis merde, là je suis tout seul. On va votre pouvoir décharge, vous discuter. étiez un peu au seuil de la mort encore quand même. Voilà, c'est ça. Donc bon. J'ai l'impression que vous en voulez quand même beaucoup. Non, parce je l'ai super bien accompagné. On a été beaucoup ensemble. Et puis au moment du réveil, j'entends la première chose que j'entends, parce qu'on est donc dans une pièce et elle est juste à ma droite, et c'est sa voix qui me réveille. Et j'entends, il se réveille. Un gros ouf de soulagement. Et c'est vrai que petit à petit, je me réveille. J'ai le chirurgien que je vois arriver à ma gauche et que je remercie comme je ne sais pas quoi. Et puis là, je me réveille et je me sens bien. Et c'est le point de départ de ma question principale de qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps d'opération. Parce que je me suis endormi dans une fatigue extrême, avec des douleurs extrêmes. J'avais perdu 15 kilos, j'étais plus l'athlète que j'avais été du tout. Et je me réveille, je sens plus rien. Et en fait, à la limite même de me demander, alors évidemment on est un peu dans le coltard, mais à la limite de me dire, mais je suis mort ou je suis vivant? Et c'est quoi là Tout était tellement léger. Ça, c'est vertigineux. Et j'ai pris le temps de me reconstruire donc après cette greffe, musculairement, donc physiquement, mentalement aussi, parce que je suis parti donc en vacances. Enfin, c'était un peu comme le titre Le Nuage Rose. C'est-à-dire que de ce réveil de greffe jusqu'à septembre, à ce moment-là, on est en juillet, 15 juillet, jusqu'à septembre, je vis un moment entre 2 mondes. Et le tout premier souffle, parce que le souffle est primordial chez vous, vous êtes obsédé par le pourcentage de votre capacité pulmonaire, vous avez une respiration aussi, je note que vous aspirez très fort. Oui, toujours, ça j'ai toujours... Vraiment, c'est la première respiration en se réveillant. Comment vous la qualifieriez? Physique, émotionnelle, irréelle? Soulagé. J'étais soulagé, heureux, fier. Et je voulais prendre la main de ma sœur. Je me souviens, c'est la première chose que j'ai faite. Ouais, il est incroyable parce que j'avais le traitement depuis quelques temps, j'avais le nouveau traitement, je l'avais depuis 1 mois à ce moment-là, et donc j'avais repris de la capacité respiratoire. Donc non, j'étais vraiment complètement apaisé et soulagé. Et je me suis dit, ça a marché. Puis le médecin, le chirurgien qui me dit, tout s'est très bien passé. Bon là, je sais que ça allait mettre un peu de temps, mais bizarrement, j'ai pas du tout vécu ma convalescence de manière relou. Enfin, Donc, la greffe, c'est géré grâce à Pauline, votre sœur, qui vous a sauvé la vie. Et la mucoviscidose, c'est lent, mais à quel moment on vous dit, en fait, c'est réglé, c'est géré, le traitement expérimental a marché? Mi-septembre, qui suit. Où là, j'arrive à Foch, je fais un premier examen de souffle. On me demande de faire aussi une radio des poumons, puisqu'aux dernières nouvelles, mon lobe droit est fermé. Et en fait, j'arrive dans le bureau de Dominique Grenet, et elle regarde la radio. Et elle me dit, ils ont dû se tromper, c'est pas la même. Et puis en fait, dire c'est sûr que c'est la tienne et tout. Et en fait, je me demande pourquoi. Et en fait, le lobe droit de mon poumon s'est rouvert. C'est normalement impossible parce qu'on parle d'une atélectasie. Donc ça se ferme. Et en fait, on a 15 jours. Il a 15 jours pour se réouvrir après le moment de l'atélectasie. Sinon, ça se réouvre pas. C'est ce qu'on me dit à ce moment-là. C'est très rare.
Le poumon s'est rouvert et ma capacité est passée de 34 à 58-60% de capacité respiratoire, ce qui est énorme. On prévoyait à la base entre 6 et 12%. Et je pense que le sport y est pour beaucoup, parce que j'ai récupéré tout d'un coup, parce que moi, je dirais que il y a eu le 13 mai 2020, j'ai ce fameux traitement, mais je crois que 2 semaines après, je suis sur un vélo. Hein. Mais parce Avec que j'ai été... 12% de souffle, vous faites du vélo? Ouais, j'avais déjà repris un tout petit peu plus, en plus. Hein. Donc, Vous entre êtes en 34... apnée, sérieusement. Non, mais je vais doucement. Et puis, j'ai cette force... Enfin, je sens en mon corps, je sens que le traitement agit et que c'est différent. Et puis, j'étais jamais allé si bas. Donc, tout d'un coup, c'est comme un poisson qu'on a laissé hors de l'eau et qu'on remet dans l'eau au dernier moment. Tout d'un coup, et puis je voulais m'accrocher à ça. Et puis le sportif que j'ai toujours été avait besoin de ça. Il fallait que je sorte de... On m'avait fait un cadeau exceptionnel avec ce traitement. Il fallait que je reprenne, j'avais mon combat à faire aussi. Aujourd'hui, vous êtes en rémission totale? Alors, la rémission totale, elle n'arrivera jamais parce que la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. Par contre, aujourd'hui, grâce à ce traitement, il bloque l'expression du gène. Donc, en fait, ma capacité respiratoire n'a pas bougé. Donc, elle est toujours à 57-58%. Et elle n'a pas bougé depuis 6 ans. Donc, Vous prenez toujours le traitement miracle? tous les jours. C'est une trithérapie, c'est pas grand-chose. Hein. Un traitement de 2 cachets le matin, un cachet le soir. Et c'est cachet de ma vie. C'est pour moi, c'est un peu gros de dire un miracle, mais c'est un miracle parce que c'est arrivé à ce moment-là. Et que pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Ça, c'est la question que je me suis posée à ce moment-là. Et vous allez le prendre jusqu'à votre décès dans très 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 longtemps. Exactement. Mais vous savez que vous allez rester à 58%. Et que Le plus vous allez longtemps vivre possible, et puis, avec une très grosse moitié de vos poumons. Voilà. Et tout le reste, c'est géré. Voir, je vais... Voilà, après, c'est vrai que c'est une maladie, c'est un marathon, hein, la mucoviscidose. C'est-à-dire que il faut réussir à avoir une sagesse qui permet d'avoir une hygiène de vie irréprochable sur le long terme. Là, on ne parle pas de 15 jours. C'est-à-dire que normalement, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Il faut être capable de boire 2 litres d'eau par jour. Il faut être capable de faire du sport, de manger correctement. Bon, c'est comme à quelqu'un à qui on demanderait d'arrêter de fumer. Il va arrêter de fumer 15 jours. Là. Non, là, il faut prendre conscience que Il a le droit de boire de l'alcool, je n'ai pas le droit de boire une bouteille de vin à moi tout seul, mais je veux dire, il faut vivre aussi. Et il se passe quoi, par exemple, imaginons que vous buviez avec beaucoup d'ivresse, il se passe quoi? Oui, il se passera rien de plus que sur quelqu'un de normal. C'est juste que sur le long terme, c'est pas très bon de faire ça avec des médicaments. D'accord. Et puis là, ce serait vraiment chercher la petite bête. Parce que, bon, ça vous empêche pas un peu de vivre? L'alcool est dangereux pour la santé et on peut être très heureux sans boire d'alcool, évidemment. Mais néanmoins, vous qui disiez que vous étiez un bon vivant, vous n'avez pas trop la salade, est-ce que ça vous brime un peu ou pas? Non. Je suis tellement heureux à côté. Je suis tellement... j'ai tellement conscience de la chance que j'ai eue. Mais non seulement pour ma sœur, pour les médecins qui m'ont accompagné, et puis pour ceux qui n'ont pas bénéficié de ce traitement. Enfin, à un moment donné, quel manque de respect ce serait de détruire tout ça. Alors, je ne m'interdis pas de boire un verre de vin ou de champagne ou autre, mais c'est pas ce qui m'anime. Moi, ce que j'aime, c'est être entouré des gens que j'aime et profiter, et puis de chaque moment, et d'aller d'objectif en objectif. Et paradoxalement, une fois que vous êtes sauvé, vous entrez dans une forme de dépression. C'est ça, ce qu'on appelle le syndrome de Lazare. On se rend compte que la maladie n'est quasiment plus là, et qu'on perd une à une les choses qui ont fait notre quotidien pendant tant d'années. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez vécu avec un objectif de combat toute votre vie, et petit à petit, le filet, les mailles du filet s'ouvrent, s'agrandissent. On vous enlève votre kiné, donc kiné que moi j'avais donc depuis l'âge... Alors j'en ai eu un à 8 mois jusqu'à 6 ans, et à partir de 6 ans jusqu'à 30 ans, j'avais mon kiné, tous les jours. Pendant un quart de siècle, vous avez eu tous les jours quelqu'un qui vous masse. C'est un deuxième papa, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a vu grandir, qui m'a vu aller de classe en classe. En plus, j'avais sa fille dans ma classe, donc il était au courant un peu de ce qui se passait. Puis il avait des patientes, enfin Villepreux, c'était pas non plus c'est pas Paris, hein. Donc les gens se connaissent. Il connaissait mes peines, il connaissait mes fiertés, il savait quand j'étais heureux. Enfin, en fait, il n'y avait même plus besoin de se parler. Ça se lisait sur nos visages quand quelque chose allait ou pas. On avait des grandes discussions. Et ça pendant je ne sais combien d'années. Et du jour au lendemain, on dit, il faut finir. Il faut dire au revoir. Ça, c'est monstrueux. Un kiné pour un muco,
bah, c'est sa canne, en fait. Donc vous retirez ça votre devient béquille, son... il faut Voilà, marcher, bah, tout il seul. marche, voilà. Heureusement, bah, après, c'est plus qu'un ami, donc on continue à se voir une fois tous les 2 mois, on dîne ensemble, etc. Il était hors de question de couper le lien. Mais quand même, de passer à une fois tous les 2 mois, à tous les jours, un horaire régulier, et un confident, en fait, bah, c'est très compliqué. Et puis ensuite, on vous enlève vos traitements, petit à petit. Et puis ensuite, eh bien, la société vous renvoie au fait, comme on en parlait tout à l'heure, que vous n'êtes plus malade. Donc bah, maintenant, il faut vivre et il faut être rentable, vite. Donc vous arrivez chez Pôle emploi et on vous dit, vous savez faire quoi? Je dis, bah, en fait, moi je viens pour un bilan de compétences. Et, oui, oui. Et puis là, on vous sort toute une liste et en fait, vous partez. Dites, mais je suis où là? C'est-à-dire que c'est comme si le temps allait plus vite que vous. Vous venez tout juste de vous remettre. Et puis moi, je partais pas de patient muco qui va moyennement à miraculer. Je partais de je vais mourir à tu vas vivre. Donc le spectre était beaucoup plus grand. Et puis étonnamment, les gens vous appellent plus. C'est-à-dire qu'on m'appelait très souvent, comment va Thomas? On appelait mes parents, comment va Thomas? Comment ça va? Et ta santé, etc. Et petit à petit, ça n'appelle plus. C'est hallucinant. Enfin, moi, je l'ai vécu comme tel. Et alors, on m'appelle pour différentes raisons, mais on vous demande plus comment vous allez. Et moi, j'ai passé ma vie à ce qu'on me demande. C'est presque le sujet principal des conversations. Et donc, tout ça fait qu'on arrive tout d'un coup devant un océan. Et on se dit, mais alors attends, qui je suis si je ne suis plus le malade? Vers qui vous êtes. Là, on enlève le masque. Ouais. Et qui je suis? Et ce qui va m'aider à comprendre qui je suis, c'est les rencontres que je vais faire. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec tout à l'heure, les gens au collège que je faisais rire, mais qui n'avaient pas tellement, je vais pas dire d'importance, parce qu'il y en a quand même que j'ai gardé, qui sont des amis, mais la plupart non. Et aujourd'hui, et en tout cas c'est quelque chose que je me suis promis depuis cette greffe et ce nouveau traitement, c'est de choisir mes relations. C'est-à-dire que mon spectre a complètement changé. Et ma vie depuis 6 ans a été ponctuée de rencontres. Toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Et c'est comme si on les avait placées sur mon chemin à différents moments pour que je me puisse me reconstruire. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment ressenti. C'est comme si chaque personne, et en plus j'ai lu, grâce à la première personne que je rencontre, la prophétie des Andes, et je me retrouve complètement dedans. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça nous explique que les personnes qu'on rencontre, si on fait bien attention, ont quelque chose à nous apporter. Et ça, c'est devenu mon mindset. C'est-à-dire façon de penser. La prophétie des Andes, c'est un livre qui a été lu par 20 millions de personnes dans le monde. C'est un best-seller qui effectivement dit exactement votre mantra, à savoir, il n'y a pas de hasard. C'est ça, il n'y a pas de hasard. Et quand on sait faire attention et qu'on a cette sagesse, eh ben, nos rencontres peuvent nous amener des clés. Et donc vous êtes un ancien muco, ancien gymnaste, champion de France, acteur, qui prépare un film, mais vous êtes qui? Alors, qui je suis? Eh ben, je crois que je suis quelqu'un qui aime par-dessus tout la vie, qui aime échanger avec les gens qu'il aime, qui est très sportif, qui aime rire, qui est curieux et passionné. Je crois que le mot le plus important, c'est passionné. Passionné de sport, passionné de ma compagne, passionné de ma famille, de tout ce que j'entreprends, il faut que ce soit fait à fond, il faut que je réussisse. J'ai survécu à la mort. Alors il n'y a pas cette idée de oh là là, il se prend pour Dieu, pas du tout. Mais si j'ai mené ce combat et que j'ai réussi par je ne sais quelle porte à trouver la sortie, alors j'ai l'impression que... alors il y en aura d'autres, hein, des combats, qui soient dans la santé ou ailleurs. Je suis pas tombé naïf là-dedans, mais je crois qu'en tout cas, chaque bataille mérite d'être vécue et on a le droit d'y croire. Alors vous avez totalement le droit de me dire que cette question est too much et de sortir la carte Joker, mais vous venez d'évoquer votre compagne. On sait que la mucoviscidose est une maladie génétique. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous pensez à faire des enfants? Et comment vous vivez avec ce risque pour eux? Eh ben, c'était très drôle parce qu'au moment de la conclusion du livre, j'ai appelé donc mon éditeur Guy Birenbaum, qui est un ami en commun, un homme extraordinaire. C'est ça, vraiment, qui m'a donné la chance fabuleuse d'écrire ce livre et qui a trouvé l'axe, surtout parce qu'on m'a beaucoup proposé d'écrire cette histoire. Et moi, et c'est comme dans les films que j'essayais d'écrire là, écrire l'histoire pour parler uniquement de moi ne m'intéressait absolument pas. Pareil, dans le film, moi le film c'est sur ma sœur, je veux décaler, et le film du livre,
C'est l'histoire d'un mec qui, tout d'un coup, devait mourir et se retrouve à vivre. C'est vous. Voilà. Et donc, est-ce que vous allez faire des enfants? Et ben le but, et donc j'écris et j'apprends que ma compagne est enceinte au moment où je fais la conclusion du livre. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ce livre m'a emmené à plein d'endroits différents, dans l'amour, dans l'émotion, parfois dans la tristesse, dans la remise en question surtout. Et je pose le point final et ma compagne est enceinte et j'aurai un petit garçon au mois de juin. Félicitations. Merci beaucoup. Mais comment vous vivez avec ce risque? Il y a un risque génétique. Alors le risque, il a été écarté. Il a été écarté parce qu'on est passé par des examens médicaux poussés. Alors, quand même, il y a dû avoir un moment avant d'avoir les résultats. Comment vous l'avez vécu? Et en lisant ce livre, on imagine que vous êtes insensible aussi. Donc, vous avez cru à votre chance, encore une fois? Ah oui, et puis là, c'était beaucoup plus agréable. Je veux dire, là, on se battait pas pour la même chose, on se battait pour la vie. Et moi, je crois que quand on s'aime, on trouve les solutions. Et ma sœur l'a prouvé merveilleusement bien, mes parents aussi. Ça me faisait pas peur du tout. Et d'ailleurs, j'ai accompagné ma compagne dans ce combat, dans cette envie d'avoir un enfant. Et je pense que j'ai réussi à la rassurer. Et j'ai toujours été très transparent d'ailleurs, avec tout le monde. Et donc, on n'a pas eu spécialement peur parce qu'on a été très très bien aiguillés par les médecins. Et au vive la final, médecine française, faut le dire. Ah oui, vraiment. Et qui vous permet aussi d'avoir un traitement très onéreux, la trithérapie. C'est ça. Et ailleurs dans le monde, j'imagine. Et oui, j'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps qui avait été fait, où on nous expliquait que de toute façon, les laboratoires ne donnaient pas les mêmes prix à chaque pays, et que donc les pays ne se donnaient pas les prix entre eux du traitement, et qu'il y avait des traitements. Il y avait une pauvre petite fille en Afrique du Sud. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, les choses ont été faites, mais qui ne pouvait pas bénéficier du traitement à cause du prix. Ça m'a paru, avec moi, ce que je vivais. Enfin, on parle là forcément d'une culpabilité. On parle d'une gamine qui a 6 ans pour des histoires d'argent. Je sais qu'il y avait une cagnotte qui avait été faite. Enfin, c'était énorme. Donc oui, vive la médecine, vive les chercheurs, c'est-à-dire les gens qui trouvent. Après le reste autour, bon, c'est autre chose. Il y a aussi une industrie, évidemment. On a parlé de votre sœur Pauline, de vos parents, votre père infirmier, votre mère, de votre fils à naître en juin, de votre compagne. On ne peut pas finir cette émission sans parler de votre grand-mère, qui va fêter ses 91 ans et qui a un carnet qui vous a marqué. Pourquoi? Elle a un carnet qui me marque parce qu'on a organisé l'année dernière ses 90 ans, qu'il a fallu inviter ses amis, enfin ce qu'il en reste. Parce que dans ce carnet, en fait, je voyais quelque chose d'étrange. Je regardais le carnet, donc un peu dans son dos, et je voyais des noms rayés. Et puis, au départ, sur le coup, je connais pas tous ses amis, mais quand je commençais à tomber sur des noms que je connaissais, j'ai fait le lien. Et en fait, elle avait rayé de son carnet toutes les personnes qui étaient déjà décédées. J'ai trouvé ça à la fois très triste et très drôle, parce que c'est tout à fait elle. Et donc, on a fêté donc ses 90 ans, et c'est une personne qui a compté énormément pour moi, parce qu'elle a toujours tout pris avec l'humour. Et je crois que je tiens ça d'elle d'ailleurs. Elle m'a éduqué avec l'humour. Elle a toujours eu des petites phrases, je me suis toujours dit que je les noterais. J'en ai quelques-unes en tête, mais tout a été humour. C'était pas le même rôle qu'une mère. Et puis on a partagé, elle a 5 petits-enfants, et on a partagé énormément de temps ensemble. Elle me sortait vraiment de mon quotidien. On allait au musée, on allait au cinéma, elle m'emmenait dans Paris. Enfin, j'ai fait des choses avec elle m'emmenait en voyage. C'était assez dingue. Et là, ce qui marque aussi beaucoup, et c'est un des symptômes du syndrome de Lazare, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé en moi quand même. C'est la perception que j'ai de mes proches. C'est-à-dire qu'il était facile pour moi, même si je savais que j'allais mourir jeune, la facilité, c'était, je vais mourir jeune, mais je vais pas voir mes proches mourir. Jamais ça a été dans ma tête, ça. Aujourd'hui, ça s'est... Alors, inversé, ça s'est remis dans l'ordre. Vous disiez que forcément vous allez mourir avant eux. Voilà. Maintenant, vous allez aujourd'hui, quand je vais voir ma grand-mère, ouais. il m'arrive, elle est en train de parler, et moi, je suis plus là. En fait, je l'observe. Et j'observe autour, j'observe l'appartement, et je me dis, mais quand même, bientôt, je l'aurai plus. Ouais. Et ça, je peux vous dire que ça vous marque, et qu'on n'est pas prêt à ça. Donc, on profite de chaque moment intensément, et différemment. Vous dites que désormais, le matin, vous marchez, vous lisez, mais qu'est-ce que vous ne repoussez plus jamais à demain depuis que vous savez que vous n'allez pas mourir? Qu'est-ce que je ne repousse plus jamais à demain? Dire je t'aime aux gens que j'aime, les remercier, prendre soin de moi,
dire les choses. Je crois que c'est important quand même de se dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, avant, j'avais peut-être tendance à garder les choses pour moi. Maintenant, je les dis. Et je crois que petit à petit, il y a encore du travail, mais je deviens moi-même. C'est-à-dire, je suis plus le malade. Je commence à m'affirmer. Je suis Thomas Baillet, en fait. Je suis plus le Muco. Thomas Baillet, attrapé par la vie. Est-ce que votre chance est une dette ? Est-ce que ma chance est une dette ? C'est un sujet de philo, vous avez 3 heures. Ouais, c'est ça. C'est dommage, c'est à la fin de l'émission. Est-ce que ma chance est une dette ? Ah non, c'est un devoir. J'ai le devoir de vivre ma chance à fond. Pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont encore à l'hôpital, pour ma sœur, pour ma famille, et puis pour moi. Parce que je l'ai mené ce combat. Entouré, certes, mais il y a eu des moments difficiles. Et je crois que peut-être que je la mérite un petit peu, cette chance. Je me dis, ok, c'est tombé sur moi, c'est tombé sur d'autres aussi. Maintenant, il faut bouffer la vie encore plus qu'avant. Mais non, c'est pas une dette. C'est la résultante d'un combat que j'ai mené pendant 30 ans. Et il n'y a pas de chance ? Je pensais que vous alliez me répondre qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a que des rencontres. Ouais, il y a pas de chance. Je dirais quand même que c'est un peu, plus hein. des coïncidences. Ouais. Voilà, coïncidences qui permettent... Ouais, il y a des effets de chance peut-être quand même, je pense. Et je suis heureux de la coïncidence qui a permis notre rencontre. Ah oui, la chance vraiment. de vous écouter. Merci pour votre confiance et de nous avoir partagé, rattrapé par la vie, Thomas Baillet chez Plomb, et édité, je le répète, par Guy Birenbaum. Merci à vous. Le nom de toute la joyeuse équipe qui me fait la joie de partager ce 10e podcast défile en bas de votre écran. C'est la fin de cet épisode 10 de Pour Info. Merci pour tous vos commentaires. Merci aussi de partager les petits bouts à la verticale que vous retrouvez sur Instagram et le TikTok de France Info. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder et à nous retrouver en replay pour tous vos messages, notamment sur X. Merci à tous. Rendez-vous, il nous reste 2 numéros avant la fin de la saison. Nous vous réservons des surprises. Je vous en laisse. La suppose, je ne vous dis rien. Merci encore Thomas. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir.